Bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle David Gazaille, je suis le directeur des services aux membres et de l'apprentissage à Orchestre Canada et j'utilise le pronom « il ». Je suis un homme blanc aux cheveux bruns et vous voyez des portes blanches et un meuble vert derrière moi. So, hello everybody, I'm David Gazaille. I'm the Director of Member Services and Learning at blanc aux cheveux bruns. Et vous pouvez voir à l'arrière que j'ai des portes blanches, puis un gros bureau vert à ma gauche. I want to let you know that this meeting is being recorded. Alors, je veux vous laisser savoir qu'on enregistre la rencontre et elle est offerte en français et en anglais. Alors, pour entendre en français, vous pouvez choisir le bouton Interprétation. Nous partagerons des liens aux présentations de l'éclavardage pour que vous puissiez les suivre dans la langue de votre choix. La session d'aujourd'hui sera offerte en français et en anglais. Je vous recommande donc de cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et de choisir votre langue. Nous partagerons les liens vers les présentations dans le chat au fur et à mesure afin que vous puissiez suivre dans la langue de votre choix. We will be offering ASL. Alors, nous proposerons une interprétation ASL-LSQ pendant le webinaire. Alors, assurez-vous que le paramètre vue du locuteur est activé et veuillez noter que les interprètes ASL et LSQ se relaieront, ils allumeront et éteindront leur caméra lors du changement d'interprète. Vous pouvez déplacer les boîtes vidéo pour repositionner les interprètes afin d'avoir une meilleure vue. Pour ce faire, cliquez, maintenez le clic de la souris enfoncé et faites glisser la boîte vidéo de l'interprète à l'endroit qui vous convient le mieux pour le visionner. Nous utilisons aussi du sous-titrage en direct pendant le webinaire. Alors, il s'agit de cliquer le bouton transcription en direct au bas de la fenêtre Zoom et cliquer le haut de la flèche à côté du bouton transcription en direct, puis cliquez voir les sous-titres. Je voudrais aussi mentionner que Orchestre Canada est un organisme virtuel et nous travaillons nos résidents. Alors, je suis basée à Kingston, en Ontario, sur les terres traditionnelles des Anishinaabe, Haudenosaunee et des Hurons-Wendat. Je reconnais l'importance de ce territoire pour les peuples autochtones qui y ont vécu et qui continuent à y vivre, des peuples dont les pratiques et les spiritualités étaient liées à la terre et qui continuent à se développer en relation avec le territoire et ses autres habitants aujourd'hui. Je vais maintenant passer le micro à ma collègue Catherine Carlton. Merci beaucoup, David. Je suis Catherine Carlton. Je suis directrice d'Orchestre Canada et c'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Alors, j'ai des cheveux blancs, je porte un chandail rouge et noir. Et malgré les défis de la pandémie sur le secteur des arts, il y a aussi eu de belles choses. Cette organisation travaille à tous les niveaux, national, provincial et local, et nous partageons des informations entre nous qui travaillons dans le domaine des arts. Et aujourd'hui, le webinaire est un autre exemple de ces conversations. Alors, merci à tous mes collègues, toute l'équipe, les associations professionnelles, Orchestre Canada, l'Association pour l'Opéra au Canada, l'Association canadienne des organismes artistiques, Canada Choral, l'Assemblée canadienne de la danse, le Regroupement québécois de la danse, la Professional Association of Canadian Theatres et la Toronto Alliance for the Performing Arts. Alors, il semble que Catherine se soit perdue, mais je pense que c'était à mon tour essentiellement de me présenter et de démarrer le webinaire. Alors, je lis des messages sur le clavardage à l'effet
qu'il y a quelques défis techniques pour se joindre au webinaire parce qu'il y a un nombre limite aux participants et sachez que nous cherchons à trouver des solutions alors que je vous parle. Alors, je suis Frédéric Julien, je suis directeur de la recherche et du développement à l'Association canadienne pour les arts de la scène et je suis avec vous de Gatineau sur les territoires traditionnels des Anishinaabe. C'est un peu sombre dehors, alors on ne me voit peut-être pas aussi clairement que je ne le voudrais. Je porte une veste pour me garder au chaud et je suis de couleur blanche et en fait, nous quatre sommes de couleur blanche et c'est important de le dire et de le reconnaître comme une certaine manifestation de privilèges qui permettent aux hommes blancs de travailler en recherche. Alors, avant de passer le microphone à nos autres présentateurs, je voulais vous faire une brève introduction sur des données contextuelles pour nous mettre au parfum de ce qui va se passer. Alors, il y a plusieurs façons de recueillir des informations au niveau des spectateurs pour ce qui est des spectacles. Et une des manières de faire, c'est d'envoyer des enquêtes. Et nous avons fait ce travail tant au printemps qu'au cours des 2 dernières années et je voulais en mettre 2 en lumière. À Kapakoa, nous avons envoyé des enquêtes à nos membres lors des assemblées publiques et en juillet, on leur a demandé quel était leur taux de participation actuel en comparaison à la pré-pandémie et c'était une baisse de 19 en comparaison à la pré-pandémie. Et l'Association des théâtres Canada a fait une enquête semblable demandant quels étaient les buts au niveau du budget et quelles étaient leurs projections récentes quant aux revenus de billetterie. Et on a découvert qu'en fonction des buts budgétaires, les compagnies théâtrales s'attendaient à 2 tiers des revenus en comparaison à la pré-pandémie. Mais les niveaux projetés sont davantage autour de 44 Alors, un autre outil que nous utilisons souvent, ce sont les enquêtes auprès des consommateurs, nos spectateurs. Alors, heureusement, plusieurs de ces initiatives ont été lancées et plusieurs d'entre elles sont des enquêtes longitudinelles sur le long terme. Et dans 10 jours, d'ailleurs, nous allons avoir un autre webinaire qui va se pencher sur ces résultats, mais je voudrais féliciter certains de mes collègues qui ont fait une enquête pour ce qui est des réponses et du suivi dans le monde du spectacle. Et ce qu'on a découvert, c'est que 24 des amateurs d'art restaient incertains quant au moment de leur retour dans la salle de spectacle. Et un autre 14 préfèrent attendre encore. Alors ça veut dire qu'il y a un segment encore important qui demeure en attente. Et une autre initiative de recherche dont on va aussi entendre parler la semaine prochaine, c'est la participation culturelle, la surveillance de participation culturelle. Et ce que j'ai trouvé intriguant en ce sens, ce sont les constats, c'est que le taux de participation serait moins fréquent, mais en même temps, il y aurait un meilleur taux de participation au niveau d'activités locales et moins cher. Maintenant, aujourd'hui, on va se pencher sur les analyses des données de billetterie. Alors, les enquêtes auprès des consommateurs, c'est très bien, mais ce qu'on a, ce sont des perceptions, des attitudes. Mais quand on regarde les véritables données au niveau de la billetterie, les données concrètes, ce sont des données tangibles.
Cela dit, il y a certains préjugés quant à l'analyse des données, c'est-à-dire des biais en fonction des questions de recherche, mais il y a aussi des perspectives intéressantes. Alors, malheureusement, on n'avait pas suffisamment de temps pour inviter les gens de Turbine pour qu'ils nous présentent leur index, mais c'est une initiative autour des données de billetterie qui est fort intéressante. Et laissez-moi donc vous présenter une diapo à l'écran qui montre ce que Turbine a fait. Alors, à partir des données qu'ils ont recueillies auprès de consommateurs, en fait, ils ont regardé ce qui s'est passé dans le passé, ils ont établi des jalons qui leur ont permis de formuler des index. Et des index, normalement, c'est établi à 100 et on regarde les hausses et les baisses en fonction de ce nombre de 100. Et donc, ils ont identifié 6 indicateurs et l'indicateur principal, on voit qu'il baisse ici en fonction de la pandémie et qu'il a remonté. Il est maintenant à 105. Mais si on regarde les tendances récentes, on voit une hausse ici quant à l'offre de spectacle, c'est-à-dire à la mi-avril. Et ça, c'est au moment où les confinements ont été levés et aussi l'annonce de nouvelles saisons, de nouvelles programmations. Et donc, il y a eu davantage de spectacles à ce moment-là. On voit aussi une hausse au niveau des billets vendus, mais ça, c'est 6 mois plus tard, ce qui tend à indiquer que les consommateurs aujourd'hui font des décisions d'achat à plus court terme plutôt qu'à long terme. Et en fait, le seul indicateur dans cet index qui demeure sous la barre du 100, c'est ce qu'on appelle la prévoyance, autrement dit, qui mesure le temps entre le moment d'acheter un billet et la tenue du spectacle. Mais d'une manière générale, cet index nous présente quand même une perspective relativement optimiste ou à tout le moins encore meilleure que celle auquel on aurait pu s'attendre en sortant de la pandémie. Alors, cela dit, j'invite maintenant nos présentateurs aujourd'hui. Une firme de Montréal qui se spécialise dans l'analyse de données dans les arts. Alors, William, à toi. Alors, bonjour, vous pouvez me trouver dans les petites thumbnails. Je suis très blanc encore avec des grosses lunettes noires et j'ai un background jaune derrière moi. Euh, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les tendances qualitatives qui font suite à la période de pandémie. De notre côté, on est en train de développer des outils d'utilisation des données transactionnelles, mais on a encore du développement à faire, puis on n'a pas encore toutes les données de 2022 suite à la reprise pour vous vraiment faire un portrait, puis vraiment vous amener vers tout ce qui aurait été utilisé puis appliqué pour aller chercher des impacts stratégiques. Mais on a quand même une intelligence interne que je vais vous présenter, qui a été développée, entre autres, par une de nos sociologues qu'on a, qui découle aussi d'une étude de Léger qui a été perpétrée je pense, dans le début de la pandémie. Puis aussi, je vais vous présenter notre module de ciblage qui est dans le cadre de Public C, notre programme d'utilisation puis de développement de l'information sur les publics. Donc, en premier lieu, notre étude en sociologie nous a donné des insights sentimentaux, donc des intuitions sentimentales par rapport à l'utilisateur culturel qui va influencer son retour en salle. Ces sentiments-là sont à la base sont à la base du retour, sont à la base du vecteur qui amène le consommateur, qui trace un portrait vers des transactions. Donc, en premier lieu, la solidarité envers le milieu. On a remarqué au travers des consultations que beaucoup de personnes qui consomment la culture sont
issus du secteur culturel eux-mêmes. Donc, c'est aussi des artistes, c'est aussi des personnes qui présentent, ou du moins, c'est des personnes qui font partie de toute instance institutionnelle qui est un support à la culture. En deuxième lieu, il va y avoir une nostalgie culturelle qui se tourne beaucoup vers les intellectuels de notre société. Ça sera beaucoup des gens très éduqués qui ont un niveau universitaire, qui vont avoir ce sentiment de hâte et de peine par rapport à la culture qui a subi un grand coup. Suite à ça, il va y avoir des craintes liées à la santé. Tout le monde qui est proche ou qui est en proie à une certaine sensibilité parce que l'âge, parce que la santé en général, mais parce qu'aussi on comprend. Il semble qu'on vient de perdre Benjamin, qu'il a été peut-être déconnecté de la rencontre. Je présume qu'il va se rejoindre à nous très rapidement, mais d'ici à ce que l'on résolve la situation, je propose que l'on passe à notre prochain présentateur. Désolé pour cet inconvénient. Donc, notre prochain présentateur est Benjamin Brooke, qui est Project Executive, Arts Section, Tourism, Heritage and Culture au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, Benjamin nous fera part de l'initiative menée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour mesurer les impacts de la pandémie. On viendra à William plus tard. À vous, Benjamin. Oh, j'avais un problème pour réactiver le son. Bonjour à tous. Bonjour depuis Fredericton, sur les terres du peuple Wolastoqey, où nous venons d'avoir actuellement nos premières chutes de neige. Donc, je suis un petit peu anxieux. 3 choses avant de commencer cette présentation. La première chose, c'est que c'est ma première présentation publique depuis 2019, donc je suis effectivement un petit peu anxieux. La deuxième chose, vous l'entendez par mon accent, je suis franco-belge, donc désolé si j'utilise certaines terminologies qui vous semblent un petit peu étranges. La troisième chose, j'aime les pingouins, c'est important pour la fin. Donc, de mon côté, je vais en fait faire une courte présentation sur une collecte de données sur les salles de spectacle qu'on a commencé depuis l'an dernier au sein de notre direction. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, pendant l'hiver 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un moyen de comprendre l'état de reprise de l'industrie culturelle. On a une direction il faut du gouvernement, la direction de la politique, planification et excellence du rendement, qui était la recherche de données chiffrées. Malheureusement, Statistique Canada, de son côté, ne fournit pas de statistiques assez pertinentes pour justement ce genre de choses. On a cherché différentes possibilités de pouvoir mesurer cette reprise. On a décidé, enfin la direction de la politique, planification excellence du rendement, a décidé de choisir une approche PUMP pour la mesure du rendement et des indicateurs clés de rendement. Suite à une première présentation qui avait eu lieu juste avant le début de la pandémie et une formation qui avait eu lieu l'an dernier. Notre objectif était d'obtenir des données mensuelles sur le nombre de spectateurs dans les salles de spectacle. Que les billets soient des billets à plein tarif, des billets en tarif réduit, des billets gratuits, tous les billets étaient inclus dans ces statistiques-là. On a décidé de travailler avec un échantillon de salles de spectacle à travers le Nouveau-Brunswick. On leur a fait signer des accords de confidentialité pour être sûr que les données spécifiques ne seraient pas partagées, mais avec cette présentation, j'ai partagé des données générales. On a surtout travaillé pour le moment avec les 3 principales salles de spectacle du Nouveau-Brunswick, qui sont le Capitol à Moncton, le Playhouse à Fredericton et l'Imperial Theatre à Saint John. Je vais en fait présenter les mêmes résultats pour 2022, mais sous 3 approches différentes. Et vous allez voir que l'histoire est un petit peu différente en fonction du graphique. Le premier graphique que je souhaite vous montrer, c'est celui-ci. C'est celui qu'on utilise
habituellement, c'est-à-dire faire un simple comparatif entre les données de cette année et les données de 2019. Comme vous pouvez le voir ici, en 2022, on était en dessous de 2019 d'une manière générale jusqu'au mois de juin. Vous savez comment on a vendu pour la première fois. En juin 2022, les 3 salles de spectacle ont eu plus de spectateurs qu'en 2019. Donc, la reprise recommence petit à petit d'après ce graphique depuis le mois de juin. Si on utilise par contre un deuxième graphique qui est plus par rapport à l'approche pump qu'on a commencé à mettre en place, il y a beaucoup plus d'informations sur ce graphique-là, mais on est déjà plus dans une optique de mieux comprendre ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'en plus de la courbe de 2022, qui est ici en violet, on a décidé d'inclure dans un premier temps la moyenne de la fréquentation mensuelle entre 2015 et 2019. On n'a pas pris 2020-2021, vu la pandémie, les données n'étaient pas pertinentes du tout. En plus de cette moyenne-là, on a décidé de calculer un écart type entre les fréquentations les plus importantes et les moins importantes parce que il peut y avoir, comme vous le voyez sur ce graphique, de grosses variations d'une année sur l'autre. L'objectif, en gros, c'est tant que les données sont dans cette zone grise, dans cet écart type, dans cette fourchette d'informations, la fréquentation est considérée comme normale, comme habituelle en quelque sorte. Les petits points bleus qui sont en dessous, ce sont des objectifs que notre ministère s'était fixés pour 2022. C'était des estimations qu'on avait faites. On a fait ces estimations-là à la fin de l'année 2021, à l'époque où où Omicron commençait à faire des ravages à travers tout le pays. On peut voir qu'effectivement, on était un peu pessimiste dans un premier temps parce qu'en janvier-février, les données étaient très, très mauvaises parce que la plupart des salles de spectacle étaient fermées. Toutes les salles de spectacle étaient fermées, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Il y avait juste des représentations virtuelles. Les chiffres ont recommencé à être à peu près la normale depuis le mois de mars. Et c'est vrai que depuis le mois de mars, on est dans cette zone grise, justement. Sauf qu'en utilisant un troisième graphique, qui est la fréquentation mensuelle accumulée des salles de spectacle, toujours en travaillant sur cet écart type avec la moyenne entre 2015 et 2019, on se rend compte qu'on reste malheureusement toujours un peu en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une reprise? Techniquement, oui, mais on est quand même en dessous de ce qu'on peut considérer comme un retour à la normale pour le moment. On avait calculé à peu près un taux de reprise à la fin de l'année aux alentours de 60%. Et on est actuellement aux alentours d'un 70, je pense. On devrait arriver à 70 à la fin de l'année. Je vais partager quelques retours de diffuseurs du Nouveau-Brunswick qu'on a eu, nous, de notre côté, au niveau de la province. Ce sont peut-être des choses au niveau de vos territoires qui sont pertinentes, peut-être pas. Il faut savoir que le Nouveau-Brunswick est quand même l'une des provinces les plus rurales au niveau du Canada, donc les réalités ne sont pas forcément les mêmes que dans des grands centres urbains comme Montréal ou Toronto, par exemple. On a quand même constaté, d'une manière générale, le public était de retour, mais que les salles étaient soit remplies, soit vides, qu'il n'y avait plus généralement de juste milieu ou vraiment de très rares occasions. Et que les spectateurs semblaient vraiment prendre moins de risques d'une manière générale, c'est-à-dire que les spectacles qui étaient des valeurs sûres, que ce soit des artistes chevronnés ou des spectacles qui ont un thème très connu, par exemple Casse-Noisette pour un spectacle de Noël, ces valeurs sûres-là fonctionnent bien, c'est-à-dire que les taux de remplissage sont relativement élevés. Par contre, lorsqu'on vient de présenter des nouveaux artistes ou des artistes expérimentaux, ça marche beaucoup moins. On a aussi constaté que la population âgée est toujours relativement traumatisée par le Covid-19. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un traumatisme. Pendant 1 an et demi, on leur a dit, si vous sortez, vous allez attraper la Covid, faites très attention. Donc, et cette population-là a vraiment beaucoup de difficultés à revenir en salle pour le moment. Ce sont surtout les jeunes qui sont désormais présents dans les salles de spectacle et les directeurs de programmation tentent d'attirer les jeunes, que ce soit par le biais de leur programmation ou par le biais d'initiatives au niveau des ventes de billets, ce qui n'est pas forcément une chose évidente, en particulier en zone rurale, surtout ici au Nouveau-Brunswick. D'une manière générale, donc comme j'expliquais tout à l'heure, on prévoyait une reprise à 60% pour 2022 par rapport aux chiffres de 2019, par exemple. Dès le mois d'août, on avait atteint cette reprise à 60%, qui est vraiment la fréquentation mensuelle cumulée. On estime
à la fin de l'année aux alentours de 70-75% avec les spectacles de fin d'année. On prévoit, du moins on prévoyait, une reprise de 80% pour 2023 et de 100% pour 2024. Ces prévisions-là vont être probablement revues à la baisse. On est en train de discuter avec ça en interne parce qu'il y a quelque chose à laquelle on n'avait pas pris en considération précédemment, qui était l'inflation. Ce qui fait que ce sont des choses qu'il va falloir prendre en compte. Il se peut que le retour à 100% soit prévu pour 2025 désormais. Quoi qu'il en soit, on a décidé déjà au sein de la direction qu'on ne prévoit pas d'arrêter ces mesures mensuelles une fois que le secteur sera rétabli. Mais l'objectif sera surtout d'ajuster ce modèle pour vraiment mesurer la santé du secteur culturel au Nouveau-Brunswick et obtenir un modèle de manière permanente. On a déjà lancé quelques idées en interne. Une première idée serait vraiment de faire un focus, de se concentrer principalement sur les salles de spectacle en zone rurale, également où les réalités ne sont pas du tout les mêmes que les salles en centre urbain. Autre chose aussi, on a commencé à discuter en interne d'obtenir les codes postaux des personnes qui assistent à des représentations dans les salles de spectacle pour essayer d'obtenir une cartographie type des spectateurs au Nouveau-Brunswick et pouvoir essayer de trouver une solution pour identifier ces populations qui vont dans les salles de spectacle et comment les séduire pour les inciter à participer encore davantage au niveau de la vie de ces salles de spectacle. Et une dernière petite chose, pour le secteur du tourisme, qui sont juste derrière moi, ils avaient estimé 80% de reprise pour 2022. Ils prévoyaient, eux, une reprise à 100% par rapport à avant la pandémie dès l'an prochain. Mais eux aussi, en raison de l'inflation, ces préoccupations, les chiffres vont être là encore revus à la baisse. Donc, voilà en gros ma présentation. Si vous avez des questions, vous avez les coordonnées. Je n'ai pas trouvé de photo de moi-même, donc j'ai mis une photo de Orville, notre pingouin qui est la mascotte de notre direction des arts de la culture. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Benjamin. On va passer maintenant à Eric Nelson. Eric travaille avec la firme TRG Arts qui a lancé le COVID Benchmark Monitor aux États-Unis. Donc, Eric est Client Engagement Officer. And he's been working with performing arts organizations for quite a few years now. Il travaille avec des organisations dans les arts du spectacle depuis plusieurs années. J'aimerais entendre ce que TRG a trouvé sur la vente de billets. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais partager mon écran. Je suis Eric Nelson. Je suis agent de loyer chez TRG. Je suis un homme blanc. Je porte du bleu. Et je suis à New York, sur les terres ancestrales des Wanabés, et je les respecte et je les honore. Pour continuer avec notre exploration des données, lorsque je fais ces présentations, je pense à différents points de données qui attirent mon attention. Chez TRG, nous faisons des consultations fondées sur les données, nous travaillons avec les arts du spectacle. Nous essayons de s'assurer que les gens participent, assistent à des spectacles plus régulièrement. Quelque chose qui a attiré mon attention, ça a été présenté par collègue Gillian Schneider. Je vous recommande de la suivre. On parle des choix des gens pour rester à la maison ou plutôt de participer à des activités artistiques. Donc, elle a fait un suivi au cours des 10 dernières années avec la population en général, également avec des amateurs de culture. Les deux personnes de ces groupes choisissent donc sortir ou rester à la maison. Donc, la concurrence, ce n'est pas seulement d'autres formes d'art, mais c'est que les gens préfèrent rester à la maison. Donc, c'est un défi. Donc, l'autre tendance qui a attiré mon attention, c'est que ça prend 21 jours pour créer une habitude.
mais ça prend également 21 jours pour briser une habitude. Lorsqu'on pense à la durée de la pandémie, c'est beaucoup plus long que 21 jours. Donc, quelque chose d'intéressant, c'est que nous vendons maintenant des billets, mais nous voulons recréer ces habitudes qui incitent les gens pour qu'ils aient envie de retourner à des spectacles régulièrement. On ne veut pas vendre qu'un billet, mais on veut vendre l'idée de revenir, de participer à ces activités régulièrement. Donc, nous avons un suivi de ces données depuis le début de la pandémie. Vous pouvez accéder à notre site Internet si vous voulez avoir accès à ces données. Donc, nous consultons les données de 140 organisations en Amérique du Nord. Ce sont des données canadiennes et américaines. Et voici la répartition des données dans le secteur des arts. Donc, je fais cette présentation de façon mensuelle depuis le début de la pandémie. Ces données, c'est depuis le mois de septembre. On regarde de janvier à septembre 2019, comparé de janvier à septembre 2022. Les billets vendus au Canada, aux États-Unis, les revenus ont baissé de 18 le nombre de billets, les ventes ont baissé de 26 C'est encourageant. On ne veut pas voir ces chiffres négatifs, mais nous nous rapprochons tranquillement. Donc, nous sommes dans la bonne voie. L'on regarde ça de façon mensuelle. Ce sont les mêmes données de janvier à septembre 2019 comparées à l'année 2022. On voit la barre bleue, c'est les montants en dollars de 2019 et en violet, c'est 2022. Euh, euh, en jaune, donc c'est tout ça, c'est ces chiffres de façon mensuelle. Vous pouvez voir que nous approchons des niveaux de vente avant la pandémie, mais c'est quand même encourageant. Lorsqu'on regarde au prix moyen des billets, c'est une question qu'on me pose souvent. À cause de ce qui se passe avec l'économie mondiale, est-ce que les gens hésitent à cause du prix? Est-ce qu'ils hésitent parce que les prix sont trop élevés? Eh bien, on compare ces périodes de temps, janvier à septembre, on a la ligne jaune, les prix moyens en 2019 et bleu, les prix moyens en 2022. Et nous n'avons pas encore vu une hésitation à cause des prix. Ça ne veut dire que ça ne va pas se produire, mais nous ne voyons pas une hésitation que le prix est un obstacle. Une question qui revient, est-ce que les gens achètent les billets plus tard comparé à auparavant? C'est quelque chose une question soulevée souvent. Nous avons regardé aux ventes de 2019 comparé à 2021, 2022. Donc, 140 organisations des arts du spectacle. On a comparé, les gens achetaient 10 semaines à l'avance en 2019. En 2021, c'est en vert et 2021, c'est en bleu. Bien qu'il y ait des différences, mais c'est presque identique. Donc, il ne semble pas que les gens achètent leurs billets plus tard. Donc, c'est toujours la même chose qu'en 2019. Et si on regarde plus en détail, je pense qu'il y a une zone de confort 2 à 3 semaines avant un spectacle et c'est là que le trafic en ligne augmente, surtout lorsqu'on parle d'achat en ligne. Les gens n'achètent peut-être pas 2 ou 3 semaines avant, mais c'est là qu'ils font leurs recherches. Peut-être que certaines personnes achètent peut-être. On doit faire de la publicité beaucoup plus tôt parce que les gens font leurs recherches beaucoup plus tôt. Donc, qui revient? L'une des choses que nous avons observées au fil des ans, c'est la composition générationnelle des spectateurs. On regarde la proportion selon les groupes d'âge.
Donc, 2022, 2021, c'est bleu et le mauve, c'est 2022. Les millénarios reviennent au niveau d'achat. Ils reviennent au chiffre de 2019. Et puis, c'est les gens de la génération X, si on regarde la recherche, eh bien, on voit qu'ils sont une période de leur vie où ils ont plus de revenus discrétionnaires. C'est là que les gens s'impliquent plus, participent plus dans les arts du spectacle et nous n'avons pu que ces gens se rapprocher au niveau de 2019. Donc, nous recommandons de découvrir ce qui se passe avec les gens de la génération X pour les inciter à revenir. Il y a un livre intéressant qui s'appelle « Déverrouiller les codes de la génération X » où elle parle de stratégies pertinentes pour chaque génération et savoir comment on peut inciter les gens de la génération X. Donc, il y a différents segments pour les acheteurs de billets. Nous pensons cela d'une certaine façon. Nous utilisons un modèle RFMG. Donc, nous avons divisé les bases de données par les abonnements et les ventes de billets uniques. Et on a les acquisitions, les acheteurs actuels, les gens qui achètent pour la première fois, et les personnes qui sont actives, qui achètent 3 à 9 fois. Les très actifs, il y a des abonnements, les gens qui se sont réengagés ou ceux qui n'ont pas participé à 18 à 36 mois ou 3 ans et plus. Quelle est la proportion des acheteurs de billets est composée de gens de ce segment? Et nous sommes en 2019. Vous voyez ici que la plus grande quantité de billets, 34 c'était les super actifs et 30 c'était de nouveaux acheteurs. Donc, c'est très typique lorsqu'on parle d'une année avant la pandémie. Et quand on regarde ce qui se passe en 2022, la distribution sur ce graphique est différente. Donc, je vais revenir faire un aller-retour pour que vous voyez la différence. Regardez, les nouveaux acheteurs, surtout qui étaient 30 de nos acheteurs annuellement, en 2022, c'est 49 et Superactif, 34 c'est presque de moitié. Et les actifs, 15 et 11 ici. Beaucoup plus de nos acheteurs sont des premiers acheteurs qui viennent nous voir pour de nouvelles expériences. Et quelle est l'importance de ces informations? Comment accueillir ces gens alors qu'ils rentrent dans nos salles de spectacle? Est-ce que nous avons prévu des budgets adéquats pour les acheteurs de billets uniques? Nous essayons de réaffirmer ces chiffres. On regarde, environ 54 $ environ. Donc, notre stratégie de marketing, ils ont un taux de renouvellement de 23 %. Quand ces gens deviennent des abonnés, le revenu augmente, le coût de la vente augmente également. Ça coûte cher de les attirer, mais c'est encore plus cher pour qu'ils reviennent régulièrement, mais ça vaut la peine quand on regarde le taux de renouvellement. Et si on pourrait demander à ces abonnés de renouveler leur abonnement, le taux de rendement augmente encore et le coût d'acquisition diminue. Et regarde qu'on regarde le rendement. Lorsqu'on regarde à cette diapositive, nous devons comprendre comment attirer ces nouveaux acheteurs.
C'est ce qui coûte le plus cher en termes d'acquisition et de marketing. Non seulement est-ce que nous avons d'avoir les bonnes attentes en termes de revenus, mais est-ce que nous avons donné au département de marketing assez de budget? Je sais que ça semble contre-intuitif, mais nous sommes dans une phase où nous devons investir parce que nous sommes dans la phase, les deux stages pour essayer d'attirer ces acheteurs uniques et de s'assurer de leur loyauté. Nous devons augmenter notre budget pour reconnaître où nous en sommes. Finalement, la dernière, finalement, en plus de vous laisser mes informations contacts, nous observons également un besoin pour les organisations, ne pas seulement de vendre des billets plus tôt, mais également de vendre l'expérience du retour. On parle par exemple des journées du ballet. Les gens étaient enthousiastes, ils étaient motivés à quitter le confort de leur foyer pour assister à un spectacle, mais à revenir dans le monde du spectacle en général. Je vais arrêter ici. Merci. Merci, Eric, pour faire l'aller-retour entre les deux diapositives. Merci. William est de retour. William is with us. William était sur le point de nous parler d'un modèle de segmentation qui va répondre Exactement. à une des questions qui nous avait été posée en avance dans les inscriptions. Someone in the registration form asked, are we seeing Quelqu'un nous a demandé, est-ce qu'on voit les situations selon les différentes formes d'art, danse, théâtre, musique? William a la réponse à cette question. J'aimerais juste savoir où est-ce que vous avez perdu ma présentation parce que moi, je l'ai donnée au complet dans le vide. Donc, Tu peux reprendre à la diapo 5. À la diapo 5. Donc, touc, ça, c'est un instant. Sur les clusters. Ici. Touc. Donc, dans notre analyse sur les clusters, allez, c'est bon. Donc, vous avez déjà vu les principaux facteurs d'influence. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Donc, nos clusters, qui étaient des personas qui ont été dressés justement par l'assemblage des différents regroupements numériques qu'il y avait dans ces données-là. Il y a les genres majoritaires, les tranches d'âge, la discipline, type de sortie, quand est-ce qu'on est retourné, puis on a aussi la situation géographique de ces différents personas-là. À titre indicatif, ce ne sont pas les seules personnes qui existent, c'est vraiment juste pour donner une qualité de qui est notre public, puis à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, on a 4 types de personnes différentes qui vont être décrites, qui vont avoir les réticents, les pressés, les affamés et les soucieux bien nantis. En ordre temporel, les premières personnes qui vont être retournées après la pandémie, ça va être les gens pressés. Donc, majoritairement de genre masculin de 18 à 34 ans, on est très tourné vers le genre populaire, l'humour au Québec, c'est ce qui préconise beaucoup souvent. Les spectacles extérieurs sont très importants et les spectacles dans tous les types de salles aussi sont très importants. Il va falloir mentionner que ce pressé-là ne va pas vraiment être soucieux des mesures sanitaires. Donc, il ne va pas vouloir nécessairement payer des prix plus élevés qui vont être justifiés par des promesses de sécurité sanitaire. Ce n'est pas quelque chose qui va en fait, ça va être un vecteur négatif à leur fréquentation. Après ça, dans le temps, il va y avoir les affamés qui sont retournés en salle, majoritairement des femmes de 18 à 34. On est encore aussi dans la culture populaire, dans l'humour. On va préconiser les salles extérieures, par contre, parce que les femmes vont être plus sensibles à la transmission puis au véhicule du COVID. Puis c'est pour ça qu'ils vont revenir en majorité, surtout après 3 mois. Vous pouvez voir aussi là, les arrondissements prioritaires en bas toujours. Là. Suite à ça, il va y avoir les soucieux bien nantis. On entend les personnes bien éduquées, nos intellectuels qui sont à la retraite, qui ont beaucoup de sous, mais qui sont un peu plus sédentaires. Ils vont être rapprochés, ils vont se rapprocher un peu plus
de leur résidence, là, donc leur petite salle de quartier, les activités culturelles un peu plus à l'extérieur de la ville ou bien vraiment dans leur quartier en tant que tel. Là. Ils ne vont pas plus se déplacer que ça. Puis ben, après, il va y avoir naturellement les réticents qui vont être à la majorité des femmes de 35 à 54 ans, qui ne vont pas préférer des salles en tant que telles, mais qui, elles, seront très, très, très sensibles aux mesures sanitaires et ils vont être prêtes à payer plus cher de leur billet, quitte à avoir justement ce sentiment de sécurité-là qui est comblé. Là. Je vais passer rapidement et vous allez pouvoir voir, il y a plus d'informations dans mes diapositives subséquentes, mais je ne vais pas nécessairement avoir le temps de vous les décortiquer à l'instant. Mais c'est un bon indicateur. Je vais une observation en Oui. réponse à la question qui nous avait été posée dans le formulaire d'inscription. On voit par exemple que l'humour apparaît dans plusieurs segments. Dans ce modèle de segmentation-là, à la fois dans des segments de personnes qui sont pressées de revenir et de personnes qui sont réticentes de revenir. Je trouve ça intriguant et ce n'est pas sans me rappeler certains sondages qu'on voit souvent où, lorsqu'on demande aux consommateurs qu'est-ce qui les motive à aller voir un spectacle, c'est le divertissement parce que c'est la première chose à laquelle on pense. Est-ce qu'il y a ici un facteur popularité dans le fait que l'humour pourrait être la première question, la première réponse qui est passée par la tête des répondants? Oui, absolument. L'humour est pas mal la tête d'affiche avec la musique au Québec. Si on regarde d'autres analyses qui ont été faites, je n'ai pas les données de vente exactement ici, mais au box-office, l'humour est très, très, très fort au Québec. Donc, ce n'est pas vraiment une question de sociodémographie qui va faire en sorte que les personnes vont être attirées plus ou non vers ce type de spectacle-là, cette discipline-là. C'est vraiment culturel au Québec. Nos humoristes, on les aime, ils font partie de notre star system. C'est pas comme ailleurs sur Terre où est-ce que là, on va vraiment les appeler des stand-up comédiennes, puis sont un peu sont un peu en sideshow là, en termes culturels. Nous, c'est vraiment son fondateur dans notre perspective. Là. Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre, au même niveau que finalement la musique populaire, puis les shows à grand déploiement. Là. Quitte à ce que ce soit un humoriste avec son tabouret puis son trépied sur scène. On adore ça, puis on est prêt à payer les mêmes prix de billets de 40 à 50 à 60 $ pour voir juste une personne debout sur scène comparativement à un spectacle complet avec 40 musiciens, là, on s'entend. Là. Oui. Donc, c'est un portrait culturel québécois qu'on peut démontrer puis qui continue à faire finalement à faire. Je n'ai plus le mot. C'est bon. Est là. Je te laisse poursuivre de toute façon. Excuse-moi, je t'ai interrompu dans ta présentation. C'est très correct, c'est très correct. Après ce portrait, au bout de ce portrait-là, on peut vous montrer ces deux axes-là de la probabilité de retour versus l'influence des mesures sanitaires. Donc, vous allez pouvoir voir que les pressés, les affamés ont une plus grande probabilité de retour et que dans l'autre direction, les réticents et les affamés aussi, c'est eux autres qui vont être le plus influencés par les mesures. Donc, tu sais, les affamés patients qui reviennent très probablement, mais qui sont quand même très influencés, là, on va voir que c'est vraiment le monde qui sont prêts à payer plus cher, quitte à avoir une sécurité sanitaire là, en salle. Là. Puis dernièrement, je vais juste vous parler un peu de notre programme Public C, puis de notre module de ciblage qu'on est en train de développer. On a des résultats qui ont été distribués, mais c'est des résultats privés qui viennent directement des organismes, des salles de spectacle. On leur a fait une analyse qui ressemble à ceci, une analyse RFM de leur vente puis de leurs données transactionnelles pour faire des regroupements, des segments qui vont être après ça, qui vont être extraites sous forme de liste de clients. Cette liste de clients-là, on va savoir comment communiquer avec eux autres, on va savoir comment adresser une stratégie pour aller les chercher, et étant donné les indicateurs qui vont avoir été développés et pêchés dans les informations qu'on a. Donc, c'est une analyse très laborieuse
d'un point de vue administratif. Parce qu'il y a beaucoup de friction, il y a de friction technologique, il n'y a pas de capacité vraiment d'extraction, puis de mouvance, puis de gouvernance de données au point de vue des petits organismes culturels. Puis nous, le travail qu'on fait, c'est vraiment un travail dont on les prend par la main, puis on leur explique c'est quoi les données, c'est quoi les avantages, c'est quoi les bénéfices qu'on va aller chercher, comment est-ce qu'on va aller les chercher de votre CRM, puis après ça, comment est-ce qu'on va les implémenter, puis les mutualiser avec les autres données des autres organismes. Donc, c'est un programme qu'on a fait avec 25 organismes au départ. À la fin, on avait juste 15 organismes. Puis ça, c'est quand même, ça fait un bon portrait des capacités et des limites des organismes qu'on a. Donc, même si nous, on est là et qu'on fait tout pour eux autres, on va quand même perdre 40 des organismes qui pourraient se prévaloir d'un service gratuit là, pour leur bénéfice à eux autres. Donc, ça nous démontre à quel point on est encore très, très, très rookie. Le terme est vraiment exact dans le milieu culturel qui est pour ce qui est de l'exploitation des données. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer ici. Par rapport à la situation actuelle, on va recevoir les données 2022 dans le courant de l'hiver. Donc, on va être en position puis en mesure de faire un portrait de cette relance-là post-COVID, moyennant la permission des organismes, parce qu'on travaille avec chacun des organismes de manière directe. Donc, c'est un travail un peu en silo. Puis après avoir géré tous ces silos-là, il faut trouver le moyen des agencer ensemble. On va pouvoir, je dirais, d'ici le début de l'été, la fin du printemps prochain, là, avoir quelque chose qui est très représentatif des petits organismes dans le milieu culturel, là, surtout dans la région de Montréal. Là. Merci beaucoup, William. J'observe un certain contraste ou un paradoxe dans les conclusions des présentations de William et de Eric. At the closing of his presentation, Eric was talking about the need to invest in marketing. Eric parlait du besoin d'investir dans le marketing et William disait plutôt que des programmes qui sont des programmes gratuits pour le département de marketing. Les gens sont guidés, on les prend par la main. Et de l'autre côté, très tôt, l'index COVID par Turbine nous ont démontré que le nombre de spectacles est plus élevé que jamais et peut-être qu'on peut penser avoir moins de spectacles et investir plus de ressources dans le marketing. Je pose la question. Est-ce que tu veux y aller, Eric? Eric? C'est intéressant. C'est intéressant de voir les billets gratuits et ce que ça veut dire en termes de revenus. Ce site Internet, Know Your Own Bone, connaissez-vous votre ossature? On parle de l'impact des billets gratuits. Je recommande que vous le consultiez. Donc, c'est une porte d'entrée. On ne peut pas forcer les gens à venir, mais il y a une proposition de valeur. Les gens qui reçoivent des billets gratuits, ils n'ont pas tendance à revenir. Donc, le programme dont parlait William, c'est un programme on leur donnait des services gratuits pour les aider à comprendre les données de billetterie. Il y a eu une reprise et ensuite les gens ont abandonné ce programme. Le problème ne se trouvait pas, ce n'était pas un problème de marketing, c'était plus un problème technique, un problème de ressources. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient pu nous aider? Est-ce qu'ils avaient des processus en place pour faire ces choses? Parce que nous devons les accompagner à tous les niveaux, du département des exploitations, des TI, jusqu'à la direction. Nous devons mettre en place des nouvelles lois. Lorsqu'on parle des nouvelles lois relatives à la gouvernance des données,
Nous devons monopoliser leurs activités pour mettre en place l'exploitation de ces données. Ce n'est pas tout simplement de dire faites cela pour nous, leur dire que nous avons ces données pour vous et qu'ils sont autonomes. Nous sommes un morceau du casse-tête. On essayait d'être avec eux, de les accompagner et de les diriger sur la bonne voie. Bien sûr, c'est d'abord un problème de marketing. Ce sont les impacts que nous essayons d'avoir, mais les frictions, ce sont plus des frictions administratives. La- le- il pr- donc, nous avons presque terminé. Malheureusement, nous devons mettre fin et il n'y a presque pas de temps de vous demander d'autres questions. Voici ce que je ferai. Je vais soulever certaines des questions que j'ai eues ou dans le clavardage et lorsque nous aurons la deuxième partie de ce webinaire, nous les poserons sur les données consommateurs. Premièrement, les données from the Observatoire de la culture du Québec. J'ai remarqué que le domaine qui avait connu la meilleure, est-ce que ça veut dire que la population se déplace des centres urbains? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que d'autres données, nous voyons que les gens voulaient consommer localement? Est-ce qu'on doit y penser différemment? Dans le passé, nous avons vu les choses en grand. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on doit penser aux banlieues? Surtout qu'on pense à notre public cible. Ce sont certaines de nos questions et nous avons également des questions sur les billets achetés à la dernière minute ou plus tard. Les gens ont essayé différentes approches marketing pour essayer de contacter ces gens qui achètent des billets un peu plus tard. Que pouvons-nous faire pour les contacter? Nous n'avons pas eu la chance de parler de l'utilisation des données. Ou d'utiliser des outils comme Google ou Event Fighter. Il y a beaucoup de choses dont on devra discuter vendredi prochain. Je suis certaine que vous aurez le lien dans le chat et d'ici vendredi, nous aurons réglé les problèmes avec Zoom et nous pourrons accueillir autant de gens que nous le voudrons. Il est 13 heures. Je veux remercier l'équipe d'Orchestre Canada de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à nos 3 présentateurs, William, Eric et Benjamin, ainsi que nos interprètes dont les noms ne me viennent pas à l'esprit. Merci pour nos interprètes en langue des signes et nos interprètes français et anglais. À la semaine prochaine. Merci. Avant de terminer, j'aimerais vous dire que l'enregistrement vous sera envoyé dans les 2 langues sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube si vous le désirez. Et comme Frédéric l'a dit, veuillez vous inscrire pour la deuxième partie de ce webinaire qui aura lieu le 25 novembre. Et vous trouverez le lien sur notre site Internet, également dans la boîte de clavardage. Et nous avons également inclus un sondage. Vous serions reconnaissants si vous pourriez remplir ce sondage. Ça nous aide à préparer ces webinaires. Merci de votre participation. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.